Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme ce soir, Coquelicot, que vous connaissez peut-être sur sa chaîne Coquelicot de Paris, ça s'écrit Coklico, ou plus simplement Béatrice, on va peut-être t'appeler comme ça, Béatrice, bonsoir. Béa, Béa, salut, bonsoir à tous. Béatitude. Alors, Bonsoir à tous. t'es fille unique, tu avais des parents qui, enfin, oui, tu avais, parce que tu les as plus, des parents qui étaient chercheurs au CNRS, athées. Ils étaient tous les deux chercheurs au CNRS. Oui, mon père était paléontologue, préhistorien, et ma mère, elle était en géologie, cartographie, sciences humaines. Et voilà, tous les deux à fond dans leur truc, à l'université. Et voilà, j'ai grandi dans ce monde d'intello, Oh, vraiment. c'est un beau monde, hein, c'est un beau monde. Ouais, c'est un beau monde avec beaucoup, beaucoup d'érudition, de connaissances. Étant fille unique, bah, c'était mon refuge, en fait, si tu veux. Et avec aussi tout un côté artistique, puisque tous les deux, ils étaient dans une section scientifique, mais artistique, parce que mon père, il dessinait les artefacts, si tu veux, à la plume, et ma mère faisait de la cartographie. Donc, avec ce côté graphique en même temps. Donc, voilà, ça me permet de faire du D'accord. dessin et Ouais. Toi aussi, tu as fait les beaux-arts, hein. ouais, Donc, dès le début, quoi. Mm. cartographie, cartomancie, tu as quand même. C'est marrant, ouais. Ouais. T'as subi un harcèlement scolaire de 3 ans à 13 ans. C'est Mm. pas facile. Pourquoi, à ton avis? Parce que tu étais fille unique et que tu savais pas comment t'imposer? D'une part, ouais, et puis d'autre part, j'étais surprotégée avec une mère qui avait des petits problèmes psy, tu vois, de paranoïa, et ce qui n'empêche pas, tu vois, d'être complètement, enfin, de pouvoir être dans un côté avec une profession avec un niveau intellectuel très haut, mais en même temps une pathologie psychiatrique, de paranoïa, de bipolarité, etc. Donc, ça fait que ben, une maman comme ça, tu vois, elle surprotège et elle te fait rentrer dans un monde d'angoisse, de trucs d'angoisse de l'autre, etc., quoi. Du coup, ben, je pense que j'avais un rapport à l'autre. Enfin, tu vois, j'étais dans la crainte et tu vois, je pense, tu sais, les gamins, ils sont un peu comme des animaux, c'est-à-dire dans le sens où ils sentent lequel est faible, lequel a peur, lequel n'arrive pas, lequel ne va pas savoir se défendre, etc. Et bah, de suite, euh, bon, je pense que c'est pas, heureusement, c'est pas tous les groupes d'enfants, mais si dans le groupe d'enfants, il se trouve des enfants qui ont un comportement de persécuteur, de harceleur, c'est vite fait qu'ils entraînent un groupe. Et puis après, bah, tu sais comment c'est, tu suis l'école, hein, la maternelle, les mêmes se retrouvent à l'école élémentaire, et puis après, ça suit. Donc ça s'est arrêté en fait à partir du moment où j'ai redoublé. Oui, alors c'est étonnant parce que tu redoubles en cinquième et là c'est la fin du harcèlement. Est-ce que c'est lié au fait que tu avais une année de plus que ceux qui étaient en cinquième et que finalement tu as perdu Ouais, ce mm. que tu avais avant? Ouais, ouais, c'est ça. Et après Et tu te marginalises. mm, mm. En fait, à partir de ce moment-là, moi, ça m'a vachement perturbée, hein, toute cette période de harcèlement, parce que j'étais pas du tout entendue. J'en parlais à mes parents, ils savaient pas, ils géraient pas le truc, tu vois. Ça m'a fait comprendre, enfin, ça m'a beaucoup perturbée, mais en fait, ça m'a fait aussi me poser beaucoup de questions, parce que j'étais pas défendue par mes parents. Donc je comprenais pas où il était le truc de protection avec une mère surprotectrice, mais qui me défendait pas dans ce cas-là. Il y avait dans les profs, enfin qui étaient plutôt les maîtres d'école, ou les dames de cantine, limite ils jouaient un peu le même jeu que les gosses. Donc tu vois, je voyais les adultes, ils, ils se mettaient du côté enfin ils se mettaient du côté des méchants en fait. Et tu vois, j'ai rapidement compris que
c'était inversé en fait. Le monde était inversé et que c'était ce qui était mis en avant, c'était pas ceux qui étaient bons et ceux qui étaient vertueux et que il y avait de la dissonance partout en fait par rapport à ce qu'on m'apprenait et par rapport à ce que je vivais, etc. Et euh, avec cette maman qui était bipolaire et à chaque fois je devais aussi en fait, ça m'a appris à anticiper son comportement, ses réactions, et sûrement que ça m'a entraîné dès le plus jeune âge à percevoir chez les autres, tu vois, des choses subtiles de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent, enfin, tu vois, Ouais. et, Alors, et tu fais une tentative de suicide à quel âge? ben, cette année-là, là, où j'ai redoublé la cinquième, donc j'avais 13 ans. C'était Enfin, alors là, je commençais à être adolescente et être un peu en conflit. Alors, je parle toujours de ma mère parce que c'était elle qui gérait en fait le foyer. Mon père, il était dans ses trucs de recherche, etc. Et avec lui, j'avais uniquement des rapports culturels en fait et artistiques. Et, euh, et donc, euh, oui, ma mère, je commençais à être en conflit avec elle, et puis je sais pas, j'ai fait ça, c'était un peu une sorte, je voulais pas mourir, mais c'était un test en fait. C'était un peu pour voir comment réagissaient les autres, C'est quand même un tu peu vois. insidieux. Et puis parce que voilà, j'étais pas bien sûrement et tout. Et en fait, le résultat, ça a été que je me suis fait engueuler, tu vois, je me suis pris d'une rouste et ma mère, elle m'a sorti que euh, voilà, qu'est-ce que vont penser les voisins, tu vois, et qu'est-ce que, Qu'en enfin, dira-t-on? Alors, ouais, voilà, et me faire ça à moi, tu vois, c'est ça qu'elle a retourné le truc, me faire ça à moi, comment tu peux me faire ça à moi, etc., etc. Et pas un moment, elle s'est demandé est-ce que j'avais une souffrance ou pourquoi j'avais fait ça. Donc, à partir de là, il y a vraiment eu une rupture et j'ai commencé vraiment à me marginaliser, quoi, et à, à avoir un parcours un peu initiatique qui remettait en cause tous les trucs que j'avais appris, c'est-à-dire par rapport à la surprotection et tout. Je me suis mise en danger dans plein de situations, par exemple. J'ai testé le monde, quoi, d'une façon. tu as pris du LSD à 15 ans, c'est ça? Non, 13 ans, c'était 13 ans, la même année, ouais. comment C'était tu par fais? hasard. Ben, j'ai commencé en fait à sortir, j'étais vachement attirée par la musique, etc. Et le premier concert de rock où j'ai été, j'ai fait le mur avec des copines, avec deux copines, et puis on s'est retrouvés à un concert de rock et on n'avait pas un rond, donc on a bu les fonds de verre, les verres qui traînaient, etc. Et je me suis retrouvée à prendre quelque chose que je pensais pas, quoi, tu vois. Et c'était Ouais. Ouais, ça a été une expérience incroyable, quoi. Ça a été une révélation. Parce que pendant toute cette période ici d'enfance, de harcèlement, etc., où j'étais dans un monde vachement seul, j'avais aussi tout un monde avec l'invisible, si tu veux. Je faisais des choses que après j'ai retrouvées plus tard adulte, c'est-à-dire des soins, par exemple. Quand j'avais mal, je m'auto-guérissais en imaginant une lumière que je dirigeais dans mon corps. Enfin, je faisais plein de trucs comme ça que j'avais inventés, tu vois, quand j'étais petite. Et en fait, je voyais qu'il y avait un rapport avec l'invisible, qu'il se passait des trucs. Après, avec cette prise de LSD, bah, c'est comme si tu rentrais, c'est comme si le monde invisible il devenait physique, si tu veux, et que là, tu rentrais vraiment dans une autre dimension palpable. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait vraiment autre chose, quoi. Enfin, il y avait un monde caché. Ça a été, ouais, ça a été une sorte de révélation. Et autant j'étais déçue, tu vois, par le monde des humains, par toutes les expériences que je traversais, qui étaient difficiles. Autant là, j'ai vu que, en fait, ça valait le coup de vivre, quoi, et qu'il y avait d'autres choses dont on parlait pas. Il y avait tout un monde caché. Il y avait voilà, il y avait autre chose, quoi. Ouais, tu as fait un beau voyage, un trip, comme on dit. Alors, tu as commencé à t'intéresser à la cartomancie, à la chiromancie, au magnétisme, à l'ufologie. Tu as été baptiste dans plusieurs groupes. À 18 Bassiste, je faisais de la musique. bassiste, donc Baptiste, c'est une religion. Donc, 18 ans, donc ton père décède, c'est jeune pour 18 ans. mm. Comment tu l'as vécu le décès de ton père?
Bah, je l'ai vécu, bah, ça a été dur, et puis en même temps, je l'ai vécu comme une sorte de libération, parce que c'était, euh, je l'admirais vachement tout le temps, tu vois, par rapport à tout ce qui était artistique, je voulais, tu vois, c'est un peu comme si j'étais en compétition et que son regard par rapport à ce que je faisais au niveau artistique était super important. Et donc, à partir du moment où il était plus là, ça m'a libérée artistiquement, en fait. J'ai pu vraiment, ouais, j'avais plus son regard, tu vois, donc ça m'a libérée artistiquement, Tu pouvais te lâcher. picturalement. Tu pouvais te lâcher. Donc, tu redoubles la première. Tu fais des cours de philo, d'histoire de l'art. Mais tu quittes le lycée avant le bac. Et Ben, là, en fait, ce qui se passe, c'est que je redouble la première. Après, je veux pas redoubler la première, et donc l'année de redoublement, je décide de continuer à aller aux cours qui m'intéressaient de terminale avec la classe avec laquelle j'étais. Donc, j'allais à des cours de philo, à des cours d'histoire de l'art, un peu, tu vois, à la carte. Et puis, je séchais les cours de redoublement qui m'intéressaient pas. Donc, euh, ça leur a pas plu. Ils n'ont pas voulu encore me faire passer en terminale. Donc, là, je me suis tirée. Et puis, je suis allée aux Beaux-Arts pensant que j'allais pouvoir apprendre beaucoup de choses et enfin que ce soit bien. Et puis j'étais hyper déçue parce que bah, dans les années 80, les beaux-arts, c'était l'art conceptuel à fond, tu vois. Et moi, je voulais apprendre plein de techniques, des trucs classiques, etc. Et je suis tombée sur... voilà, c'était aller chercher des trucs dans des poubelles et coller-les sur des panneaux et apprenez à faire un discours conceptuel à partir de n'importe quoi. C'était vraiment axé sur ça, c'était que ça. Donc, moi, à la fin de l'année, en fait, j'ai rien mis sur les tables et je leur ai fait un discours sur la vacuité de leur enseignement et de leur établissement. Et du coup, bah, ça leur a pas plu. Et puis, ça s'est, ça s'est terminé comme ça, en c'était les fait. Beaux-Arts. C'était les Beaux-Arts de Paris ou de Bordeaux? Non, de Bordeaux. D'accord. De- C'est pas comme ça à et Paris. Donc, ça a été vraiment un rapide passage, tu vois. Et Ouais. à partir de là, bah, après, j'ai fait ma vie, j'ai travaillé, Bah, tu vois, comment... après, tu as quitté ta mère et tu es arrivé à Paris en 95. Ouais, non, mais avant, tu vois, je bossais enfin, j'étais sur Bordeaux et je faisais des fresques, j'étais dans la musique et l'art et Radio Libre. voilà. Et voilà, et les radios libres, si tu te souviens, qui étaient vraiment... qui explosait quoi dans les années 80, 90 et j'avais une émission sur la vie au Grand Hertz à Bordeaux, une radio libre. Et puis j'étais DJ dans un bar-concert, je mettais les disques, et Tu avais voilà. la belle vie, finalement. Ah, c'était bien cette époque, hein. Ah oui, mais toute notre jeunesse, c'est bien hein, quand on C'est regarde. vraiment purée, Franchement, quand. on se dit, on était dans le bonheur, on n'avait rien vu. Alors en 95, tu arrives à Paris et tu Au bout fais. d'un moment, j'en ai eu marre et puis j'ai décidé enfin, de passer à autre chose, de changer d'environnement. Et puis j'ai tenté le bluff. Tu sais, il y avait des jeux vidéo. Alors là, on était dans la période, tu sais, Sega, les trucs en 2D qui étaient super moches. Et ça commençait à aller vers la 3D et c'était toujours super moche. Et donc, moi, je suis arrivée à un moment où, en fait, j'ai proposé mon côté artistique, tu vois. Euh, dans ce milieu. Et je suis super bien tombée parce que j'ai appris l'infographie sur le tas. Et puis bah, après, ça m'a permis d'avoir une profession. Tu as travaillé pendant 15 ans là-dedans. En Mm, 97, naissance de ton fils que tu élèves seul. Et c'est pour ça, en fait, ça me permettait de pouvoir nourrir, quoi. Tu vois, c'était le côté alimentaire. Et parallèlement à ça, je participais dans des collectifs artistiques, je sais pas, tu te souviens peut-être dans toutes ces années des friches urbaines qu'il y avait sur Paris. Donc, on investissait des gros bâtiments qui étaient abandonnés, des écoles abandonnées, enfin voilà, des gros bâtiments de bureaux et on faisait de l'art partout, et puis voilà, c'était des squats d'artistes, et on faisait des installations, enfin, ça permettait d'être super productif, d'avoir toute cette surface pour peindre, quoi, pour créer, et puis d'avoir un contact. Moi, ce qui me plaisait beaucoup là-dedans, c'était le contact avec le public, tu vois.
C'est-à-dire, on faisait des expos, les gens, ils venaient nous voir, ils voyaient l'art directement avec les artistes, parce que tout le côté galerie, avec, euh, tu vois, tout le truc qu'il y a autour, tu vois, le cirque qu'il y a autour de l'art contemporain, avec, voilà, les vernissages, les galeries, les ceci, les cela. Tu vois, quand tu démarches pour aller dans une galerie, ils ne regardent pas ton book. Le premier truc qu'ils te demandent, c'est vous connaissez qui, qui ouais, il faut Ouais, être dans le milieu. Enfin, alors que là, tu vois, avec ces trucs-là, c'était vraiment directement en prise avec les gens, avec le public, et c'est vrai. permettre à des gens. Il y a encore ça à Paris, rue de Rivoli, je ne sais pas si c'est le 56. Ben, oui, j'ai failli être là-bas. Ben, justement, j'étais avec l'équipe. Mais Ouais. ça a été, en fait, le 56 rue de Rivoli, ça a été, comment dire, un compromis avec l'État, etc. Donc, Euh, En 2008, tu as une expérience mystique, est-ce que tu peux nous la raconter? oui, ben, en fait, j'étais dans une période bah, assez compliquée, vraiment, enfin, un moment de désespoir le plus complet. Et, euh, et j'en ai appelé vraiment enfin, que s'il y a quelque chose, quoi, tu vois, s'il y a un Dieu, s'il y a quelque chose qui vienne, qui se montre, euh, enfin, parce que vraiment, là, c'était plus possible, quoi. Et, je, en une seconde, quand je me suis sentie envahie de quelque chose de super intense, d'un amour, d'une chaleur, d'une lumière, de quelque chose euh, d'incroyable, en fait, super puissant, quoi. Et ça m'a euh, enfin ouais, ça m'a vraiment bouleversé, quoi. Ça m'a. Ok. Après, tu t'intéresses au magnétisme et à la cartomancie. D'ailleurs, tu en fais. Hmm. Tu es aussi sur Stop Mensonge en 2014. Jusqu'en 2014, ça existe toujours, Stop Mensonge? Non, c'est devenu autre chose, je crois. Je crois que c'est devenu Lumière sur Gaïa, il me semble, je sais plus. Ça a été, c'est passé par plusieurs noms. Mais en fait, ça a été, en fait, tu vois, ça a été vraiment le début du moment où j'ai commencé à venir sur Internet et à parler de toutes mes connaissances parce que ce qu'il y a aussi, c'est que toutes les années précédentes, à partir du moment du 11 septembre 2001, où j'ai tout de suite eu le truc que c'était un gros, enfin il y avait vraiment autre chose là-dessous. J'avais accès à Internet et tout, puis comme j'étais infographiste à cette époque-là, dans le début des années 2000, il n'y avait pas beaucoup de trucs sur Internet, tu vois, tout le monde n'avait pas Internet, etc. Et à partir de là, ben, en fait, je me suis mis à faire vraiment plein de recherches et à dérouler la pelote, quoi, en fait. Et sur plein de sujets, plein de trucs. Et donc, tous les sujets dont on parle maintenant, entre guillemets complotistes, etc., euh, j'ai pu enfin, m'y intéresser et voir, tu vois, la progression de l'information en ligne, etc. Et donc, j'ai commencé à participer à on dirait, à la divulgation ou au partage des connaissances, comme ça s'est fait sur Internet à partir d'un certain moment, où Internet, ça a été un outil super de partage de connaissances, quoi. 2021, tu participes au festival de l'étrange rendez-vous. Ouais, ça c'est par rapport à la cartomancie, en fait. En Mais fait, avant, en fait, ce qui est plus important, c'est que bon, j'ai arrêté tout ce qui était en rapport avec l'audiovisuel. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai vu aussi ça se transformer. Et puis, tu vois, je me suis vraiment rendu compte de toute la manipulation qu'il y avait des programmes de l'audiovisuel, de toute la production, que ce soit cinéma, dessin animé et tout, et du rôle que ça a, tu vois, dans le système. Et j'avais plus envie de participer à ça. Et ça se transformait aussi, ça devenait de plus en plus commercial, etc. Et donc, à ce moment-là, je me suis tournée vers la cartomancie, en fait, et j'ai commencé à en faire vraiment d'une façon beaucoup plus enfin beaucoup plus poussée. Et j'ai commencé aussi à aller à Beaubourg, donc tu vois, là où il y a tous les artistes de rue en face du musée de Beaubourg. Et donc j'ai fait mon...
mon petit stand de cartomancie sauvage avec une petite table et deux chaises et je proposais de tirer les cartes aux gens comme ça et ça a été génial parce que pendant ces mois, ça m'a permis d'approfondir vraiment, tu sais, en voyant toutes sortes de gens très, très différents, des histoires incroyables. Et puis aussi, c'était à la période 2012 où il y a eu une sorte d'éveil, enfin, il y a vraiment eu une transition au niveau des gens, tu vois. C'était soi-disant Et la fin du monde. oui, et les gens se posaient beaucoup de questions. Et il y a eu vraiment une sorte de progression au niveau des gens, d'éveil de quelque chose, parce que euh, les gens, ils venaient me voir pour me parler, en fait, tu vois. Euh, et c'était super intéressant. Et il y avait des gens qui avaient des expériences de télépathie, d'autres gens qui avaient des expériences de ceci, de cela. Et, c'est... et moi, j'étais là, tu vois, dans la rue, et je recueillais les témoignages des gens. Et enfin, voilà, c'était super. C'était vraiment. À cette époque-là, il y avait des massages assis aussi, je me rappelle, à Beaubourg. Hum, Il y avait une nana qui te massait le dos, là. Alors, euh, tu dis que tu captes directement l'âme des gens. hum. Ah ben oui, quand je rencontre quelqu'un, C'est quoi capter l'âme? c'est un ressenti de la vibration de la personne, de déjà si c'est une bonne personne ou pas, enfin, tu vois, de son intention, de son, de son vécu, mais pas en événement, plutôt en acquisition de maturité, tu vois, par rapport à certains domaines. Et enfin, il y a une certaine transparence voilà, de quelque chose. C'est assez difficile à décrire, en fait, parce que c'est un ressenti global, tu vois, c'est une réception euh, globale, quoi. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Je veux dire, on accroche ou on n'accroche pas. Il y a quoi? Oui, non, mais là, c'est plus que ça, parce que euh, je saisis enfin, comment dire, des choses qui vont pas aller, par exemple, euh, tu vois, dans une relation, euh, au bout d'un moment, tu vois, il y a des choses défaillantes, ou tu vois, et ça, c'est des trucs que je vais saisir dès le début, de quelle façon ça va s'orienter, etc. Alors, bon, maintenant, tu fais plus de soins de magnétisme, mais t'as expérimenté les énergies, les plantes, les cristaux, l'ormus aussi. Peut-être tu pourras nous dire un mot là-dessus, pas sans trop t'attarder. Et tu dis aussi que tu ressens les énergies des maisons, et donc que tu peux peut-être faire quelque chose avec ça. Mm. Des lieux, ouais, comment sont placées les maisons, donc euh, voilà, si c'est sain, si c'est toxique, si Et voilà, l'ormus, c'est. en quelques mots. Alors l'ormus, c'est quelque chose que tu fabriques, c'est un produit que tu fabriques qui sert comment dire, à plusieurs choses. Ben, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est assez compliqué en fait Ben, d'en parler en 2 secondes. on ira la voir parce qu'on a d'autres choses plus importantes à dire. Ouais, c'est lié vraiment à l'histoire, à l'Antiquité, à la, comment dire, à l'alchimie. À Non, découvrir. ouais. Depuis 2014-2015, tu n'as pas arrêté de faire des allers-retours à Bordeaux, où ta mère était encore en vie. Comme une mission de vie, t'es occupé d'elle jusqu'à... c'est quand qu'elle est partie? C'était quand? En décembre? En décembre, là, début décembre 2022. Et donc on va parler de ta maman, Mhm. parce que c'est un peu le but de l'émission. On va parler de sa maman et on va parler aussi de ce qui se passe après, quand les gens sont partis. Pas au niveau de l'au-delà, mais au niveau de ce qui se passe sur Terre, ce qui concerne les héritages et les difficultés pour ceux qui restent. Alors, elle est partie en décembre 2022. Ouais, dans des circonstances complètement bizarres, hein, puisque elle s'est cassé un bras et puis elle est partie faire une radio aux urgences et elle est décédée. Donc voilà, sans qu'on me donne d'explication, sans qu'on me prévienne de son décès.
Alors que tu l'avais vu la veille et que tout l'attendait chez Ah toi. oui, elle aurait pu rentrer le soir même, mais je mettais en place de l'aide à domicile parce que c'était compliqué, tu vois, ça fait, c'est moi qui m'occupe d'elle, mais là, à partir du moment où euh, elle est dans cet état, tu vois, pour la toilette, etc., c'était plus compliqué. Donc, l'aide à domicile pouvait commencer que le lendemain matin. Donc, donc on a décidé que elle restait. Parce que tu sais, il y a un service qui fait la transition en fait de l'hôpital à la maison, et c'est eux qui cherchent des services d'aide à domicile et comment on peut s'organiser, etc. Et Donc, peut-être les lits médicalisés et tout ça. voilà, on avait déjà mis ça en place la fois d'avant, parce qu'en fait, elle était tombée déjà 15 jours avant, et elle s'était fêlé le bassin, et donc elle avait été dans ce service, le même service. Pareil, elle était rentrée, elle avait passé une nuit, elle était revenue le lendemain, et cette fois-ci, on avait mis le lit médicalisé, etc. Et là, en fait, c'était 15 jours après, elle allait beaucoup mieux. Et, c'est pour ça, d'ailleurs, elle s'était levée, et elle n'avait pas pris sa canne ni rien, et elle s'est levée, elle a fait 5 pas, et puis bah, comme c'était pas, elle n'avait pas recommencé à marcher, hein, elle n'avait pas recommencé la kiné ni rien, tu vois. Et bah, elle est tombée, et c'est là qu'elle s'est cassé le bras, en fait. Voilà. Et donc, tu arrives le matin, on te dit qu'elle est plus là. Tu demandes une autopsie. Donc, Quelle a été la... non, c'est les aides à domicile qui m'appellent le matin pour me dire, bon, voilà, on est prêt pour ramener votre maman, tu vois, à 10h30, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où elle est. Il dit, comment ça, vous ne savez pas où elle est? Ben ouais, donc ils étaient dans l'hôpital, ils cherchaient, ils ne savaient pas où elle était. Donc sur ce, moi je téléphone à l'établissement, pendant une demi-heure, je téléphone, j'avais 2 numéros au service, etc. Puis on me dit, non, on ne sait pas où elle est, ben, elle est peut-être là, on ne sait pas. Ils ne savaient pas où elle était. Et finalement, je tombe, les aides de vie m'envoient un texto, comme quoi ils ont le poste direct du médecin qui s'était occupé d'elle. Je demande le poste de ce médecin, et je tombe sur ce médecin qui me dit, ah bah elle est morte cette nuit, si vous voulez, vous pouvez passer pour qu'on vous explique la suite. Je dis, attends, comment ça, elle est morte cette nuit, elle est juste venue faire une radio. Il dit, ah bah oui, mais c'est des choses qui arrivent, ah bah vous savez, avec ces pathologies et tout. Je dis, comment ça, ces pathologies, pas de pathologies qui mettent sa vie en danger, enfin euh, il n'y a rien, quoi. Et voilà, et puis elle me dit, ah ouais, mais c'est comme ça, bah si, bah ça, nani, nana. Incroyable, quoi. Donc, tu demandes une autopsie. Donc moi, après, Est-ce que j'y tu as les... vais, il m'embrouille, etc. Est-ce que tu as les résultats de l'autopsie? Non, toujours pas. Toujours pas. Et tu as Non. attendu 4 mois pour avoir un certificat de décès. 2 mois et demi. 2 mois et demi. Hmm. 2 mois et demi, parce que donc à partir du moment où j'ai demandé l'autopsie, j'ai été porté plainte tout de suite, ils se sont mis dessus parce que vraiment ça les a alarmés, hein, chez les policiers. Et donc après ils font l'enquête, etc. Et le corps est bloqué, tu vois. Il va dans un service de conservation où où il n'y a pas les coordonnées de la personne, tu vois, il est gardé, euh, il doit avoir un numéro pour l'enquête ou quelque chose comme ça, mais je sais plus comment ça s'appelle, le dépositoire n'a pas les coordonnées. Et donc, ils ont gardé le corps 2 mois et demi, et ils ont oublié de me prévenir que je pouvais disposer du corps, en fait, à partir du 15 décembre. Les prélèvements étaient terminés, j'aurais pu disposer du corps, mais je l'ai su que le 4 février. Donc, je n'ai eu, c'est qu'à partir du 4 février que j'ai pu, comment dire, mettre en route les obsèques. Et c'est le mec des pompes funèbres qui va faire l'acte de décès, etc. C'est lui qui doit faire ça. Et donc, ben, j'ai pu l'avoir que le 10 février, je crois, ou le 9 février. Est-ce que tu l'as revue physiquement, ta maman? Oui, 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 je suis allée le lendemain la voir. Et en Mm. février, non? Mhm. Et en En février. février, j'ai demandé, mais c'était pas possible. En fait, elle était en trop mauvais état, ils m'ont dit. Parce qu'en fait, ils conservent pas. Moi, je pensais que c'était congelé, mais c'est pas congelé, en fait.
Bon, c'est assez morbide, mais c'est quand même intéressant de voir ce que tu dû, ce que t'as, ce que tu dû passer, quoi. Je veux dire, c'est pas facile quand on est seul de se retrouver. Donc, tu as réussi à faire l'enterrement, mais il n'y avait plus personne finalement, il n'y avait pas grand monde. Ah ouais, ce qui est très bizarre en fait, c'est que aussi ce qui se passe, c'est que sur le moment du décès, donc bah, tu perds ton proche et tout le monde est dans l'émotion et c'est là que ça se passe. Et puis après, ben, il y a pas d'obsèques et donc c'est suspendu en fait pendant 2 mois et demi. Et puis après, bah, tout le monde fait autre chose, tout le monde. Et puis moi, pendant cette période, c'était super étrange parce que c'était comme si elle était encore là, mais elle était plus là. Mais enfin, tu vois, il y avait ce truc entre deux euh, vraiment, vraiment bizarre, quoi. Et donc, à partir du moment où on a fait les obsèques, oui, effectivement, bah, il y avait plus personne, quoi. Enfin, c'était trop décalé, quoi. Et moi, ça m'est tombé dessus, tu vois. Il y a tout qui m'est tombé dessus, en fait, à ce moment-là. Parce que j'avais pu Pardon. faire aucune démarche, ni rien non Oui, tu plus. n'avais pas de certificat de décès, donc tu ne pouvais pas prévenir la sécurité sociale, les caisses de retraite, tu ne pouvais rien faire. Mm. Donc, Mais toujours, aussi émotionnellement, tu vois, et toujours pas, mentalement. Il y t'as avait toujours pas de aussi, réponse de l'autopsie, tu peux pas demander. non, bah, j'ai demandé. Et en fait, là, ils font une contre-expertise, il paraît. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui se passe. Sinon, il n'y Qu'est-ce aurait qui se pas de passe contre-expertise. sur un corps qui est plus là? Comment ils vont faire? Bah, sur les prélèvements qu'ils ont fait, j'imagine. Je sais Bon, pas comment ça se donc passe. l'hôpital, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Lui, il n'est pas responsable, bien sûr. L'hôpital, il m'envoie juste des factures. Et ouais, des factures, et la morgue aussi qui t'envoie des factures. Parce que Ouais. Et puis là, ça revient en fait à 30 euros par jour de conservation. Donc, il y en a à peu près pour 2 000 euros. Et donc, c'est à moi de prouver que on a oublié de me prévenir, en fait. Et si je veux faire une réclamation, en fait, il faut d'abord payer, comme bien souvent dans les trucs, dans tous les trucs du système, il faut d'abord payer et puis après demander à ce que justice soit faite, quoi. alors, on continue sur notre lancée. Il faut d'abord payer. Donc, on a en général 6 mois pour régler un décès, c'est-à-dire auprès d'un notaire. Et forcément, toi, tu as 6 mois moins 2 mois et demi, c'est ça? Ben oui. Mm. Donc, c'est en juin, je crois, fin juin. Ouais. Donc, ça donne. Oui, c'était le 6 décembre, donc ça donne le 6 juin, quoi. Le Mm. 6 juin, tu dois pouvoir avoir suffisamment de quoi payer les frais de notaire et les frais de... Ouais, parce qu'en fait, donc il y a l'appartement hein, qu'habitaient ma maman, mes parents, où je grandis, en fait. Là où tu es ce soir, Là devant où je suis ce soir, la... voilà, devant une partie des livres de la collection de mes parents, quoi. de la Et, Beaubourg. Ouais. et euh, donc voilà, il y a une partie de, euh, de succession, forcément. Enfin, pas forcément, mais donc Oui, c'est pour ça, en fait, je conseille vraiment à tous les gens qui veulent léguer leurs biens à leurs enfants de le faire de alors, leur vivant, quoi. Et surtout que, d'après les renseignements que j'ai pu avoir, je crois que tous les 15 ans, on peut faire un don d'une certaine quantité un du paiement, patrimoine en payant, sans payer le... paye aux impôts quand même, hein. C'est-à-dire que si tu donnes 15 000 euros, tu as une taxe à donner aux impôts. Mais bon, ça veut dire que déjà, c'est ça de moins sur la succession. Ce qu'on aimerait trouver aussi, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu et qui nous écoute, c'est qui joignent Coquelicot, parce qu'elle a un souci aussi, parce que son père était mort avant elle, et donc il y avait déjà une partie de la maison qui lui appartenait, et c'est pas très clair dans les trucs notariés. Donc si quelqu'un s'y connaît dans ce genre de trucs, ce serait bien qu'on te file un coup de main aussi Hmm, sur la première ouais. succession. Ah ouais, parce qu'en fait, là, vraiment, on tombe de haut. On te tombe dessus, tu dois rembourser de l'argent, tu dois... C'est hallucinant, quoi. la mère a continué à percevoir sa retraite, donc ça, il faut que ça Hmm. reparte. Bah, t'es dans une misère financière. Ouais, mais et ce qu'il y a surtout aussi, c'est que, euh, en fait, quand tu es aidant familial, c'est absolument pas reconnu, tu vois.
Donc, le truc, c'est que c'est carrément comme quelque chose qui est, euh, comment dire, complètement, je sais pas, les gens, ils comprennent pas que tu puisses aider quelqu'un de ta famille. Tu vois, on m'a souvent dit, ah oui, mais comment ça se fait? Mais il y a des solutions qui existent. Tu vois, parce que, euh, voilà, moi, je souhaitais pas la mettre en EHPAD. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'occuper d'elle en 2014-2015. Et à partir de petit à petit, bah, ça me prenait de plus en plus, en fait, parce que ça va pas en s'arrangeant, ce genre de situation. Et donc, à partir de la crise sanitaire, je suis vraiment venue auprès d'elle quasiment à 100%, quoi. Et ça prenait de plus en plus de temps. Donc, au niveau de mon travail, je pouvais plus travailler, quoi. Alors, elle gagnait sa retraite, donc l'un dans l'autre, en fait, je m'occupais d'elle. C'était mieux que d'embaucher quelqu'un qu'on connaît pas, parce qu'en plus, c'est super dur de trouver quelqu'un pour s'occuper d'un parent. Et donc, bon, on a fait ça d'une façon amiable. Mais tu vois, par exemple, ce qu'on me dit maintenant aujourd'hui, on me dit, mais il aurait fallu que votre maman vous embauche, c'est-à-dire qu'elle me fasse un contrat de travail et donc qu'elle paye des impôts Non, non, parce pour... que tu avais le droit en tant qu'aidant familial à toucher quelque chose. c'est que dalle, je me suis renseignée là-dessus, c'est 66 jours dans ta vie. Non, non, c'est 66 jours. Si, si, je me suis renseignée là-dessus. J'allais le faire, en fait, au moment où elle est décédée. J'avais déjà fait les papiers et je comptais, tu vois, engager ça. Et en fait, tu as droit à 66 jours dans ta vie pour aider quelqu'un de ta famille et c'est rémunéré à la hauteur si tu prends, par exemple, ça fait 2 mois, donc, les 66 jours, et ça fait 1 700 € par mois. Mais en fait, c'est tout, c'est dans ta vie, quoi. Et pour n'importe quel parent. C'est-à-dire que, voilà, tu consacres ces 66 jours à ta grand-mère, tu pourras pas les consacrer à ta mère ou à quelqu'un d'autre. Mais moi aussi, je croyais qu'il y avait un statut d'aidant familial et tout. Mais que dalle, il n'y a rien du tout. Et encore, tu as de la chance parce que tu es fille unique. Moi, j'avais un ami qui habitait juste à côté de chez moi, qui s'occupait de sa vieille mère, qui est morte à un âge très, très avancé. Et lui, il avait déjà près de 70 ans quand sa mère est morte. Et quand sa mère est morte, eh ben, les frères et sœurs sont arrivés, ils l'ont viré, ils l'ont viré du jour au lendemain, quoi. Je veux dire, en disant qu'il avait rien foutu de sa vie, qu'il aurait mieux fait de travailler que de s'occuper de sa mère. Donc voilà, il y a ce problème aussi, c'est que quand on arrive au moment du partage, toi, tu es seul, donc il n'y a pas de souci, tu vas pas te battre avec tes frères, tes Mm, sœurs. mm. Mais il y en a pour qui c'est dramatique. Ah ouais, je vois beaucoup ça autour. Je vois beaucoup ça aussi, tu sais, dans les gens à qui je tire les cartes. Il y a souvent des questions par rapport à des histoires d'héritage, de succession, de conflits familiaux suite à ça et tout. Enfin, c'est hyper répandu. Donc, ouais, c'est difficile d'être tout seul, mais je pense que c'est plus facile que d'être en conflit et de perdre son énergie bouffée par les autres, quoi. Mm. Donc là, avant juin, il faut que tu prennes une décision sur cette maison dans laquelle tu habites en ce moment. Tu as un pied-à-terre sur Paris, mais tu sais pas si tu dois le quitter, tu sais plus trop ce que tu dois faire. Tu es un peu entre deux eaux là. Mm, mm, mm. Cette maison, et comme tu vas être obligé de la vendre rapidement, tu risques de Ben, la perdre. Le, ouais, le truc, c'est que j'aurais bien aimé avoir du temps. C'est le problème dans ce truc-là, en fait, ce que je trouve super violent, c'est que t'as pas le temps de faire ton deuil, t'as pas le temps de gérer les affaires, tu vois, là, donc il faut, pour pouvoir garder le bien, il faut payer à l'État tout de suite, voilà, une somme qui, euh, en fait, euh, À l'État, je pense que tu peux t'arranger avec l'État, mais oui, avec mais aussi ce qu'il y a, c'est que le ce notaire, tu qui peux est pas t'arranger. Ouais, mais ce qu'il y a aussi, c'est que autant ils considèrent ta situation pour d'autres impôts, que pour ça, ils ne le considèrent pas. Si, si, c'est sûr que si. Mm. Ben, pas dans peut-être particulièrement quand tu fais une demande particulière, mais dans les barèmes et dans les trucs, ils ne considèrent pas. Non, mais Et là, si tu vas voir ton inspecteur des impôts, tu dis voilà, j'ai telle somme à payer, je vous promets que je vous la règle en tant de temps avec tant de mensualités, ça va passer. Mm, mm. Mais ce que je veux dire, c'est que Les le serviteurs sont quand système, même gros, c'est super violent. C'est quand même super violent. Parce parce que que c'est super t'as, violent dans la mesure où en plus tu as un notaire qui n'a pas l'air d'être super sympa non plus, qui se moque un peu de toi.
Mais tu vois, t'as pas le temps enfin, de faire ton deuil. Enfin, tu vois, les affaires des parents, moi, je les ai pas fouillées partout. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que je connais pas. Oui, parce qu'en plus, si Puis, tu dois vendre, il faut que tu vides tout ce qu'il y a là-dedans. Enfin, il faut que ben ouais, c'est ça. Et voilà, enfin, je trouve ça vachement violent. Donc, quitte à vendre, ok, mais tu vois que ça te laisse plusieurs mois vraiment le temps de, de retomber sur tes pieds, enfin, de faire ton deuil, quoi. Tu vois, tu voulais quitter Paris, donc à la rigueur, cette maison, tu voulais vivre à Bordeaux. Tu t'emmerdes. ben ouais, le truc, c'est que voilà, je je sais pas trop, en fait. Je suis un peu dans une période compliquée. C'est sûr que au niveau qualité de vie, c'est plus agréable ici, à Bordeaux. Au niveau économique aussi, ça coûte beaucoup moins cher. Si tu n'as plus de loyer à payer, tu vas t'en sortir. Euh, donc Alors, c'est pareil, tu vois, ça, ils font beaucoup soi-disant, ils parlent de l'accession à la propriété, etc., etc. Et puis, d'un autre côté, ils t'empêchent l'accession à la propriété en succession, tu vois, en héritage. Parce que ce genre de loi, c'est vraiment, d'ailleurs, on le voit, les gens, ils peuvent pas assumer, ils vendent les biens, et puis après, ben voilà, il y a de moins en moins de gens qui sont, enfin voilà, qui sont autonomes. C'est ce qu'ils veulent, hein, de toute façon, dans les agendas globaux. Hein. C'est que les gens, ils soient tous locataires et euh, soumis, tu vois. Enfin, ouais, alors moi, je pense que cette maison, tu peux la garder, hein. Toi, tu veux pas demander rien à personne, alors que je t'ai dit que toute ta vie, tu as passé ta vie à donner, donc ça serait bien que tu reçoives. Donc, bah, ceux qui écoutent, si vous avez envie de l'aider, elle veut pas, mais moi, je pense que elle peut faire des dédommagements, je sais pas moi, des, 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 des- comment on appelle ça, des séances de cartomancie. Peut-être que quand vous irez à Bordeaux, elle peut, sa maison est grande, donc elle peut, je sais pas, vous verrez avec elle. Mais moi, je pense que ça serait bien si on pouvait chacune donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros pour essayer. T'as pas besoin de beaucoup finalement. Tu as besoin de combien? bah si, ça fait beaucoup quand même. Non, mais tu dis que c'est énorme, et moi, je trouve que c'est pas énorme. Bah, il faut compter environ 12 500 € là 12 pour. 500 euros, c'est rien pour avoir ta maison. Je veux Hmm, dire, à 12 500 euros, t'as pas, je veux dire, il faut vraiment que tu la gardes, cette maison. C'est tes racines, puis c'est hmm. grand, c'est bien. Et Donc, ouais, c'est sûr que ce si côté-là, tu veux, je veux dire, si chacun, ceux qui nous écoutent, mettent un peu, bah, je peux, ouais, mais. Hmm. tu peux essayer de la garder. Faut se battre un peu dans la vie. Là, je sais que tu es un peu par terre parce que tu dis que tu vas faire ton deuil, mais peut-être que dans 5 ans, tu vas dire, tu vas te mordre les doigts en te disant j'avais une maison. Jamais tu pourras avoir une maison comme ça. Ouais, c'est un appartement, hein, c'est pas une Ouais, maison. oui, c'est vrai. Moi, je dis maison, c'est un appartement. Hmm. Mais bon, peut-être que tu as été marginal toute ta vie, c'est clair, mais que là, il faut que tu dis, je veux pas rentrer dans la matrice. Mais cette maison, c'est la matrice, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton héritage. Hmm. Si tu le mets à la banque, tu sais même pas ce que tu vas en faire de cet argent. Et la banque va peut-être te le manger avant que tu l'utilises. C'est ça, le problème, c'est ça, c'est que ça tombe super mal. Moi, mon projet, tu vois, parce que tu vois, je savais bien qu'un jour j'aurais cet appartement, etc. Je me disais, c'est de faire quelque chose, un projet avec d'autres gens, tu vois, de vie euh, en communauté, sans que ce soit un truc de hippie, machin, tu vois, mais il y a de plus en plus d'expériences de vie, de personnes. De toute façon, c'est vraiment ça qu'il va y avoir, enfin, pour l'avenir, là, besoin de s'entraider et de partager les connaissances, les savoirs, les compétences. Et donc, tu vois, quand je vois, par exemple, qu'il y a des villages qui sont à vendre, tu vois, il y a des gens qui se regroupent pour acheter des villages abandonnés et qui font des lieux de vie, voilà, oui, ici, voilà, ils font une sorte de nouvelle façon de vivre. Il y a de plus en plus d'expériences comme ça. Donc moi, c'était ça mon projet. Mais là, tu vois, ça arrive trop vite. Tu vois, je peux pas le dire. Surtout,
tu vois, par rapport au contexte économique, où c'est quand même assez risqué de faire quelque chose comme ça, là, si on est au bord d'un écroulement. Il faut que tu trouves un acheteur et je veux dire que si t'es pressé, je veux dire, tu vas le vendre moins cher. Parce que tu Ben auras ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ce qui est important pour moi, là, maintenant, c'est vraiment de reprendre mon activité, tu vois, euh, de cartomancie, voilà, de tirer les cartes. Après, des soins, j'en fais pas, mais donc là, j'ai un site qui est pas encore en ligne. Je me suis fait un site, mais il n'est pas terminé. Mais ce que ça je t'attend pour le propose, finir. Tu dois pouvoir savoir faire des sites, toi, non? ouais, ben oui, oui. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Ouais, mais tu vois, là, l'infographie, j'ai. Enfin, j'ai plus envie de travailler vraiment, ça me tue les yeux, etc. Alors, je fais encore des trucs pas mal en infographie de façon anonyme pour des, euh, comment dire, par rapport à la résistance et à la lutte. Ça, ouais, ça m'est arrivé de faire des affiches ou, tu vois, euh, des, des couvertures de livres pour des gens qui sont en auto-édition et qui peuvent, parce que ce qu'ils écrivent, ça, ils peuvent pas trouver de maison d'édition pour les publier. Donc, pour faire des couvertures qui sont bien, voilà, je propose, je fais beaucoup de choses en fait en bénévole comme ça. Bah oui, mais ça Euh, serait temps en temps que tu puisses accepter qu'il y a des gens qui t'aident. Rien ne t'empêche après de rendre la monnaie si tu veux alors vraiment. donc, euh, ouais, je veux bien, hein, là, s'il y a des propositions pour des trucs Voilà, tu rends la d'infographie. monnaie. Je veux dire, c'est jamais ça peut être simplement que- 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 qu'une partie d'argent que les gens te donnent et après tu rembourses comme tu veux. Et après, on peut, s'il y a des gens qui ont cette capacité-là, les Regarder prêts, cette les émission à prêts Bordeaux. personnels, ça existe aussi de façon officielle, je crois, de particulier à particulier, qui se font, tu vois, avec d'une façon. T'arrives à lire ou c'est à l'envers? Attends, vas-y, un peu plus loin parce que c'est abandon, abandon confiant. Ouais. Donc ça, j'ai tiré un ange là. On s'abandonne en confiance dans le projet de Coquelicot. Voilà, c'est une petite goutte d'eau dans la mer. S'il y a des gens que ça intéresse, ils l'aident. Moi, je demande jamais rien sur cette chaîne, mais je pense que quand même, ça vaut la peine de t'aider. Et Mais c'est gentil, mais ouais, je pense que voilà, c'est vrai que c'est difficile d'accepter de l'aide et que c'est beaucoup plus bah oui, facile d'en apporter. mais c'est peut-être pour ça aussi que finalement, c'est peut-être une bonne chose de temps en temps d'accepter de demander de l'aide. Hmm. Pas de raison que ça soit toujours d'un côté et pas de l'autre. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, j'ai aussi à gueuler sur ce qui se passe dans les hôpitaux. Ma mère en fait. Ben, là, en fait, ce qui est hyper important aussi pour moi, là, c'est de mobiliser les gens par rapport aux personnes âgées. Ah non, mais Là, vraiment, bah, mobilisé par rapport à l'euthanasie, donc ça va aller vite, hein. non, mais c'est un truc de dingue. Quand on voit, en fait, et tu sais ce que je me disais, en fait, tout là, tout est fait pour que les personnes âgées disparaissent de la société. Et d'un autre côté, ils nous mettent des personnes âgées. Tu sais, regarde tout Schwab, tous ces vieux croutons là, Soros, etc. Euh, c'est que des vieux croutons. Ouais, mais vraiment Est-ce qu'il faut mieux avoir des Macron, des jeunes beaux comme ça? Tu crois que c'est mieux? ouais, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un truc très 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 hypocrite où genre ils vont mettre en avant ces personnes âgées là qui sont des milliardaires, les décideurs de notre monde qui partent, enfin voilà, on sait vers où, et d'un autre côté, dans la réalité, dans le quotidien de notre vie, les personnes âgées, elles sont en train euh, d'être disparu, quoi. Quand tu vois, par exemple, dans les grandes villes, enfin, là, par exemple, je vois à Bordeaux, t'as plus une seule personne âgée dans la rue. C'est devenu impossible. Ils ont fait des quartiers entiers avec interdits aux voitures, tu sais, avec des petits plots, tu peux plus te déplacer. Il n'y a plus de bancs nulle part parce qu'ils veulent pas les SDF. Il y a plus, il y a plus d'endroits de repos. Il y a plus de facilité d'accès. Et quand tu te promènes dans la ville, bah, tu vois plus de personnes âgées. Qu'est-ce Il que y tu a- appelles une personne âgée? Parce que moi, j'étais surprise la dernière fois, j'étais à Paris, c'était
C'était dans le 14e et j'étais surprise, il n'y avait que des vieux, parce que moi je me considère comme une vieille déjà, tu vois. Il n'y avait que des personnes qui avaient 60, 70, 80 ans. Il n'y avait que ça dans le magasin. Dans le Ah moment ouais. j'ai cherché, les seuls jeunes qui étaient, c'était les vendeuses. Et je me suis dit, mais voilà, je me suis dit, mais bon, c'est vrai que Paris vieillit. Ouais, mais Paris, tu vois, comment elle est la ville, quoi, qu'ils sont en train de complètement la transformer, hein, comme ils transforment toutes les villes. Mais oui, une personne âgée, pour moi, c'est euh, bah, ouais, 75, 80, tu vois. Après, ça veut rien dire, l'âge, parce que c'est l'allure de la personne. Non, Mais mais tu pour vois, moi, c'est trois petites mamies, tu vois, qui sont sur un banc avec leur canne et qui sont là, qui papotent. Pour moi, c'est, voilà, tu des vois, dans la retraites. vie. Dans un certain sens, ils vont faire travailler jusqu'à 64 voire 70 ans. Donc forcément, on met des vieux au gouvernement pour dire que les vieux, ça sert encore à quelque chose. Parce que si c'était que des jeunes qui disaient que les vieux, il fallait qu'ils bossent jusqu'à 70 ans, ça ne marcherait pas. Hum, hum. Ouais, Bon, mais tu vois ce que je veux dire. Dans la vie, dans la ville, il y a plus, enfin voilà, il y a aucun respect aussi du grand âge. Les gens, ils sont cachés et on s'occupe pas d'eux, ils sont pas du tout mis en valeur dans une famille. Tu vois, moi, je me souviens avant et quand j'étais petite, il y avait beaucoup de familles, ils avaient leur mamie dans la famille. il était à la maison, c'est clair. Mais bon, moi j'ai aussi des trucs à dire sur les hôpitaux. Quand la dernière fois ma mère est partie à l'hôpital, je l'ai retrouvée 2 jours après. Elle était attachée des cordes au lit à barreaux. Ah ouais. J'ai des photos, je veux dire, j'ai les photos. Et si j'étais pas venue, ils retiraient pas les cordes. Non, mais c'est horrible. Hmm. Non, mais c'est vraiment. Et c'est pareil, le peu de séjours qu'elle a fait, ma mère à l'hôpital, je me souviens une fois, alors j'étais passée lui donner à manger des trucs qu'elle aimait pas. Et en fait, alors qu'au début, tu sais, tu coches les trucs qu'ils aiment, qu'ils aiment pas, etc. Et donc, les infirmières, elles m'expliquent que, en fait, ils donnaient ce qui restait aux personnes âgées, une fois qu'ils avaient fait tous les services parce que c'est qui gueulaient le moins, en fait. Et, euh, et c'est pareil, tu sais, le coup de, bah, il n'y a pas assez de personnel, c'est sûr, donc bah, ils vont mettre des protections, des couches, quoi, alors que les personnes, elles sont pas du tout incontinentes, et tu arrives à ces couches obligatoires, quoi. Oui, et après, ça devient des incontinents. Et voilà. On récapitule. Tu t'appelles Béatrice, mais ton nom c'est Coquelicot, c'est O-K-L-I-C-O. Je te... On peut te retrouver pour la cartomancie, on peut te retrouver ton mail. Alors, j'ai une chaîne YouTube où je fais des tirages de cartes suivant des thèmes d'actualité, ésotériques ou philosophiques Est-ce que tu fais aussi des tirages euh, pour les gens. virtuels, c'est-à-dire sans passer sur YouTube? Tu bosses de chez toi, tu peux faire Ah un... bah ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Après, sur YouTube, je propose des tirages gratuits pour les gens, comme ça, en direct. Tu as besoin d'argent, Coquelicot, arrête de donner. Faut que tu reçoives un peu, tu m'énerves. Et, et après, bah, je fais des tirages comme ça, tu vois. Voilà. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui prennent gratuitement, mais de temps en temps, il faut savoir recevoir aussi. Et là, tu en as besoin, donc si les gens peuvent t'aider, même si ils n'ont pas beaucoup d'argent, ben voilà, je veux dire, ça pourrait être bien. Merci à toi. C'est moi qui te remercie parce que franchement, j'ai eu du mal à te décider de venir là, donc ça serait quand même trop dommage que finalement, bah, tu perdes ça, quoi. Parce que je veux dire, c'est pas une grosse somme, hein. Ça te paraît démentiel parce que, mais c'est quand même, tu as une maison pour ça, quoi. Je veux dire, Hmm. enfin, une maison, tu gardes ton appartement, t'as pas des gros revenus, donc je veux dire, il faut absolument que tu te préserves aussi. C'est un Hmm. héritage. On met pas un Ouais, ouais. dans la poubelle, quoi. Ben ouais, c'est sûr que les parents, ils font ça dans le but de transmettre. Donc, ouais. C'était quoi le prénom de ta maman? Jocelyne, Elle est encore dans la maison? je pense pas. Je te remercie, Coquelicot. Moi aussi, je te remercie. Je vais mettre ça et puis advienne que pourra. En espérant qu'on soit un petit peu nombreux à laisser un peu chacun
une part de bonheur pour toi. C'est gentil. Mais tu vois, je le redis, ce que je souhaite vraiment, c'est de vraiment développer là mon activité. Parce que là, tu vois, maintenant, j'ai plus ma mère à m'occuper, mon fils, il est grand. Et je peux, voilà, maintenant m'occuper de moi et de ce que je fais, quoi. C'est sûr que tu vas pas aller sur le marché de Bordeaux avec une petite table pliante et deux tabourets pour tirer les cartes. Parce que maintenant, ça marcherait plus. Même à Beaubourg, je pense que ça marcherait plus, hein, maintenant, en Ouais, 2023. Ce que tu faisais et en ouais. 2012, c'est Je, fini, hein. je me demandais, hein, mais C'est fini, ouais. hein. On Mm. voit plus personne autour de Beaubourg comme on voyait avant, qui faisait des massages, qui faisait des trucs. On voit plus, hein. C'est vraiment, c'est triste, hein. Mm. Bah, c'est triste parce que ça permettait à des gens de s'en sortir. Mm. C'est sûr, c'était des marginaux, mais ça leur permettait au moins de s'en sortir pendant quelques temps. Merci. Donc, plein de bisous à tout le monde.